Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Suivre la voie, entamer le long chemin pour réaliser notre véritable nature et tendre vers l'éveil ne se fait pas sans accompagnement. Un pratiquant doit avoir un maître. C'est d'ailleurs l'un des principes fondamentaux du bouddhisme et notamment du bouddhisme zen. Sans relation vivante de disciple à maître, la tradition zen ne peut se transmettre. C'est à cette relation disciple-maître que nous allons consacrer notre émission aujourd'hui, en tentant de définir comment nous pouvons entrer dans une telle relation, quelle est sa nature, ce qui s'y transmet, et enfin en quoi cette relation est incontournable dans la voie du Bouddha. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Valérie Yashogeno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nonne zen, l'une des responsables du monastère de Kanshoji en Dordogne, où vous résidez depuis de nombreuses années, auprès de votre maître Jean-Pierre Faure, qui est abbé du monastère. C'est donc en tant que disciple que vous allez répondre à nos questions à partir de votre propre expérience. Oui. Alors, vous avez eu une formation d'infirmière et vous avez rencontré le bouddhisme zen à l'âge de 20 ans. Mais avant de trouver un maître, il a fallu plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé très naturellement. En fait, je pratiquais depuis 5-6 ans quand j'ai commencé à ressentir le besoin d'être guidée dans ma pratique. Je n'avais pas encore arrêté mon choix sur une personne en particulier. Quand ma vie personnelle m'a demandé de déménager, je suis arrivée dans une ville où le dojo zen était dirigé par Taiyun Jean-Pierre Faure, qui deviendra mon maître au bout à peu près d'1 an. Alors, plus généralement, et pour tenter de la définir, comment entrons-nous dans une relation disciple-maître? Je pense qu'il faut une dose d'humilité et une forte aspiration. Il faut à la fois faire le vœu de devenir Bouddha et voir que le chemin est long et parsemé d'embûches. À ce moment-là, on saisit toutes les mains tendues par les Bouddhas et les patriarches. L'école Zen Soto, entre autres, nous propose cette relation de disciple à maître. Si je regarde mon expérience personnelle, avant même de nommer cette relation une relation disciple-maître, une grande confiance s'était établie, en voyant chez cette personne une grande aspiration, une grande foi, une honnêteté, en voyant que ses actes et ses paroles étaient en adéquation, et en voyant qu'il mettait sa vie au service de toutes les existences. Mais traditionnellement, le moine a le devoir de pérégrination. C'est-à-dire essayer d'aller à la rencontre de plusieurs maîtres pour savoir quel est celui qui sera le sien. Exactement. Dans la Chine ancienne, le moine marchait de montagne en montagne, visitait chaque maître, écoutait son enseignement, jusqu'à ce qu'il s'arrête auprès de celui qui deviendra son maître. Jusqu'à ce qu'il trouve le maître authentique. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'un maître authentique? Comment être sûr de trouver le bon? Oui. Dogen en parle longuement. Dans un de ses ouvrages, il définit le maître authentique sous plusieurs aspects. Je me souviens de quelques-uns. Il dit que le maître ne met pas la compréhension intellectuelle à la première place, par exemple. Qu'il est libre des émotions humaines, qu'il est libre de ses points de vue personnels, et que sa pratique est en adéquation avec sa compréhension, etc. Il dit aussi que finalement, si on ne trouve pas le bon maître, ce n'est pas la peine de pratiquer. Oui, ça c'est un point très important et très fort dans l'enseignement de Maître Dogen. Effectivement, il nous dit mieux vaut ne pas pratiquer. Si on ne rencontre pas de maître authentique, mieux vaut ne pas pratiquer. Donc dans cette rencontre, il y a la confiance, le respect avec le maître, avec celui qu'on a choisi comme maître. Oui, vous avez raison. Le respect est un point très important. Le respect, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à une vision large. Il faudra, pour accéder à une vision large, pour voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire l'éveil, voir les choses telles qu'elles sont, il faudra être capable d'abandonner son point de vue personnel pour tomber dans un point de vue plus large, pour épouser le point de vue de l'autre. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui est arrogant. Et c'est vrai qu'en Occident, on est tous un peu arrogants. L'attitude du disciple, finalement, doit être humble.
vis-à-vis de son maître. Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui, oui. Respect dans le sens de se remettre en question, être capable de se remettre en question. Et c'est vrai que c'est possible pour nous, donc je disais qu'ils sommes un peu tous arrogants. C'est plus facile de le faire quand on a vraiment une grande confiance dans la personne qui est en face de nous et qui nous demande d'abandonner notre point de vue. Alors, est-ce que cette confiance, justement, peut parfois, il peut y avoir un risque de tomber dans une relation trop affective avec le maître? C'est sûr, c'est un risque. Il ne faut pas perdre de vue dans ces cas-là que cette relation a lieu pour nous aider à réaliser la voie et ainsi aider toutes les existences à réaliser la voie. C'est important de ne pas perdre de vue l'essence donc de cette relation. Mais bien sûr, il y a, comme je disais, beaucoup de respect, il peut y avoir de l'admiration, une grande gratitude pour le maître. Mais dans affective, il y a la notion de plaisir, douleur, passion. Tout cela est de trop dans la relation maître-disciple. Cela peut apparaître, mais à ce moment-là, ce qui est important, c'est de ne pas y donner corps, de laisser passer pour revenir à l'unité avec la situation, à l'unité avec l'autre, voir l'autre, voir ses difficultés, à la fin ouvrir son cœur. À la fin, c'est le véritable amour, pas celui qui nous enferme sur nous-mêmes ou qui nous enferme sur nous deux, comme dans certains couples, mais qui nous ouvre à toutes les existences. Pourquoi est-ce que la relation disciple-maître est-elle si importante dans le zen? Maître Dogen dit c'est la voie vivante. Donc ce n'est pas la voie des livres. Ce n'est pas seulement s'arrêter à une compréhension intellectuelle. Il faut que l'enseignement du Bouddha passe d'une personne à une autre. Et cela se fait par résonance, par imprégnation, en restant au contact. Mais au contact, ce n'est pas à côté du maître enfermé dans sa tête. C'est au contact, l'esprit ouvert. L'ouverture qui se fait à partir donc du laisser-passer dont je parlais tout à l'heure, à partir de la non-pensée, cette ouverture est fondamentale. C'est elle vraiment qui va permettre que la réalisation de l'enseignement passe donc d'une personne à une autre. Comment faire quand on est disciple pour vivre la relation disciple-maître au quotidien, loin d'un monastère, dans la vie active finalement? En fait, ce n'est pas question du temps que l'on va passer, du nombre de jours que l'on va passer à côté du maître. Ce qui est important, c'est la qualité de la rencontre. Pour cela, il faut faire attention quand on s'approche du maître à la qualité de notre propre esprit. Je parlais de cette ouverture qui est très importante. Certains disciples peuvent vivre 20 ans à côté du maître, enfermés dans leur tête et ne rien recevoir. D'autres vont s'approcher du maître et en 2 minutes, l'esprit complètement disponible, ouvert, ils vont comprendre exactement. Donc on peut voir que le disciple a une responsabilité dans son évolution spirituelle. Il ne doit pas tout attendre du maître. Justement, est-ce que lui-même peut donner quelque chose ou apporter quelque chose au maître, le disciple? Oui, bien sûr. Dans les textes, on dit « aider Bouddha », donner à Bouddha, pour qu'une pluie bienfaisante tombe sur toutes les existences. Donc il y a cette notion d'aider plus grand que soi. On aime bien en général aider des gens qui sont plutôt en dessous de nous, on peut penser. Ça fait du bien à notre ego. Mais là, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est aider plus grand que soi. Effectivement, le disciple se met dans la position d'aider le maître. Et bien sûr, la condition sine qua non, c'est que le maître, lui, mette sa vie au service de toutes les existences. Mais à la fin, ce que le disciple peut donner de mieux au maître, c'est la condition normale. C'est son évolution spirituelle. C'est lui apporter finalement ce qu'il attendait. Oui. Finalement, quel est le propos de la relation disciple-maître? C'est recevoir, s'éveiller, transmettre. Dans le Zui Manki, Maître Dogen écrit
la transmission de maître à disciple se fait par la pratique de zazen, c'est-à-dire assis dans le dojo, dans le silence et l'immobilité. C'est-à-dire que cette transmission va se faire naturellement, inconsciemment, automatiquement, à partir du moment où il y a cette ouverture d'esprit. Et ce qui se transmet, c'est Bouddha, c'est l'éveil, c'est la vision de la réalité et l'unité avec toutes les existences. Le maître, son propos, c'est de nous permettre de réaliser notre nature de Bouddha. Et nous, on va exprimer notre gratitude pour cette lourde tâche qu'il a effectuée en justement réalisant la voie pour la transmettre à notre tour à partir de notre propre réalisation. Alors justement, vous dites transmettre à notre tour, ça veut dire que le disciple peut devenir maître tout en restant disciple. Et à ce moment-là, qu'en est-il de sa relation à son propre maître ? Elle continue. La relation maître-disciple, c'est le lien vivant que l'on établit avec Bouddha à travers la lignée des patriarches. Donc, on reste toujours disciple, même à la mort du maître. On reste disciple de Bouddha, disciple de l'univers, disciple de plus grand que soi-même. Ce qui est important, Maître Hainaut, le 6e patriarche, dit clairement, ce qui est important à la fin, c'est de ne pas être disciple du moi. Donc quand vous convoquez Maître Dogen, Maître Hainaut, Maître Deshimaru, finalement, vous les considérez comme des maîtres ou comme des patriarches ? Ce sont des maîtres, ce sont des patriarches. La différence, si vous voulez, avec mon maître, c'est que je vais me référer à leur enseignement. Ce n'est pas le lien vivant avec Bouddha qui s'établit à travers une relation maître-disciple. Mais bien sûr, je me référais à tous les maîtres de la transmission pour étudier leur enseignement. Sur une photo que l'on peut voir, on vous voit avec votre maître Jean-Pierre Faure, qui est lui-même avec son maître japonais. Oui, donc là vous avez les 3 générations. Donc mon maître, Taiyun Jean-Pierre Faure, qui est abbé du monastère de Kanchoji, et Donin Minamizawa Roshi, qui est vice-genji, c'est-à-dire la 2e autorité spirituelle du temple de Heiji au Japon, qui est donc le temple de Maître Dogen, que j'ai cité plusieurs fois, donc qui date du XIIe siècle. D'accord. Merci Valérie Yachot d'avoir répondu à nos questions. Pour prolonger cette émission sur le bouddhisme zen, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Appréciez votre vie, l'essence de la pratique du zen de Taizan Maezumi aux éditions Sully. Il s'agit des enseignements de l'un des maîtres japonais qui transmit le zen à l'Occident dans les années 60, un maître qui eut des milliers de disciples. Le vent et la lune, poème d'un moine zen de Aido Meriadec, édition L'Harmattan, de courts poèmes comme des haïkus, écrits par un disciple de Roland Reich, donnant à voir par exemple l'expérience de zazen, la méditation assise. Et enfin, Le zen de Federico Gioco Procopio, édition Avant-propos, un ouvrage récent sur l'expérience de la méditation zazen et le bonheur qu'elle procure. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine en ligne sur le Plus de France 2 en tapant le nom de l'émission, Sagesse bouddhiste. Merci de nous avoir suivis. Toute notre équipe vous souhaite un très heureux dimanche et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.